Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi... Salut tout le monde, c'est Antoine. Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce jeudi 25 novembre, j'étais invité de CNews pour parler de deux sujets. Premièrement, la 3e dose annoncée par Olivier Véran, et j'ai dénoncé la prolongation du pass sanitaire et la transformation de ce pass en un pass vaccinal. Et puis le deuxième sujet, c'était l'immigration. Et il s'est passé quelque chose d'étonnant sur ce plateau de CNews, c'est que finalement tout le monde était prêt à parler d'immigration de manière sérieuse. Et vraiment, je vous le dis, moi-même en étant sur le plateau, j'ai été assez étonné de cette situation, surtout sur CNews, où finalement on a pu parler de ce sujet sans parler de barbelés, sans parler de murs, sans traiter les gens comme des chiffres, des numéros, en les traitant comme des êtres humains et en se demandant qu'est-ce qu'on pouvait faire pour régler la question de l'immigration. Vous allez le voir, je pense que c'était un débat assez intéressant pour cette raison-là. Et du coup, pour une fois, je suis très content de pouvoir vous dire que cette vidéo, je pense, ce débat va vous intéresser et vous plaire, donc regardez-le bien jusqu'au bout. Et moi, comme toujours, je vous retrouve à la fin. Avec nous aujourd'hui, Olivier d'Artigol. Bonjour, merci d'être là, chroniqueur politique. Bonjour. Nicolas Jeantet, également sur ce plateau. Bonjour à vous, délégué général, les centristes, conseiller de Paris, 15e à la sécurité. Antoine Léaumont, bonjour, orateur national de la France Insoumise. Et bien entendu, Yves Durand. Bonjour, président du Conseil national de territoire de progrès. C'est donc la nouvelle majeure du jour sur laquelle on va revenir. 19 millions de Français, pas un de moins, vont donc devoir repasser par la case piqûre. Annonce faite par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il y a un instant, il a annoncé la généralisation de cette fameuse dose de rappel, ouverte désormais à tous les plus de 18 ans et ceux des 5 mois. Alors c'est un peu un exercice d'équilibrisme pour Olivier Véran. Inquiété suffisamment pour motiver les Français à faire cette troisième dose de rappel. D'ailleurs, le site Doctolib est déjà hors service, pris d'assaut. Et puis, dans le même temps, être rassurant. On évite le confinement, nous dit-il, bien sûr, et d'autres mesures plus contraignantes. Votre réaction à ces annonces, Antoine Léaumont, il faut en passer là? Il faut généraliser cette troisième dose, comme le gouvernement vient de le faire? Écoutez, la généralisation de la troisième dose, c'est aux médecins de nous dire si c'est efficace ou pas. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est que désormais, chacun va pouvoir se rendre compte d'à quel point le pass sanitaire est un outil de privation de liberté. Parce que là, c'est la 3e dose, ensuite, ça sera quoi? La 4e, la 5e, la 6e, la 7e. Et finalement, on voit bien que cet outil pass sanitaire a été pensé à un moment comme étant un outil transitoire pour une maladie qui disparaîtrait. Ce n'est pas le cas. On le savait depuis le début que ça ne disparaîtrait pas. Donc, on a accepté que se mette en place un outil de privation de liberté dont l'unique objectif est de contraindre les gens à se faire vacciner, puisque là, c'est encore la même chose. C'est au bout de 7 mois, à partir du 15 janvier, si on n'a pas sa 3e dose, on perd son pass sanitaire. Donc c'est de nouveau cette privation de liberté. Et on voit que le gouvernement n'a jamais été dans l'idée d'essayer de convaincre les gens. Il y a des pays qui ont des taux de vaccination qui sont supérieurs aux nôtres sans avoir mis en place des outils comme le pass sanitaire. Ils ont été plus efficaces pour convaincre les gens. On voit aussi des pays comme l'Autriche qui passent à un reconfinement à vaccination obligatoire. Très bien, si on va avoir d'autres exemples, on peut trouver aussi. Mais tout à fait. Sauf que c'est bien des gouvernements qui prennent ces décisions. C'est les gouvernements qui prennent des décisions de privation de liberté. Donc on ne peut pas reprocher aux citoyens les décisions prises par les gouvernements pour priver de liberté, qu'il s'agisse de pass sanitaire ou qu'il s'agisse de confinement ou de couvre-feu. Alors on sait aussi que l'immunité baisse avec le temps, qu'il faut cette dose de rappel pour que le vaccin reste efficace contre la maladie. On va entendre dans un instant Olivier Véran sur ce point que vous soulevez de privation de liberté ou pas. Et bien sûr, le ministre de la Santé n'est pas d'accord. Bon, on l'écoute justement. On l'écoute. Être libre, ça n'est pas refuser mordicus ces mesures qui évitent de saturer les services de réanimation et qui permettent de retrouver une vie aussi normale que possible. Ces petites contraintes du quotidien sont les clés de notre liberté. Être libre, c'est d'abord être responsable et c'est mesurer la portée de nos choix. Nos services de réanimation accueillent des centaines de patients qui étaient libres de ne pas se faire vacciner, des patients d'ailleurs parfois jeunes, qui ont préféré la croyance à la science, qui ont préféré la conviction à la responsabilité. La croyance à la science. Non mais ça c'est leur manière habituelle de faire. C'est-à-dire les gens qui refusent de se faire vacciner seraient des gros débiles qui comprennent rien à rien, alors que juste ils n'ont pas été convaincus. Donc moi je suis vacciné, je suis favorable à la vaccination. Je considère que c'est une méthode efficace pour lutter contre les formes graves de la maladie. Il est montré aussi que ça diminue un peu la transmission, mais ça ne la diminue pas totalement. Et le pass sanitaire provoque cet effet paradoxal qui est que ça reste pour vous en tout cas une privation
privation de liberté. Oui, mais Nicolas Jeantet. Ces informations sont pas... On s'attendait à ces informations. Vous dire que je suis content d'aller me faire piquer une troisième fois, je vais y aller dans un mois, je suis pas ravi, mais il faut le faire. Voilà, il faut le faire entre 5 mois après la dernière injection et 7 mois. Après 7 mois, le pass sanitaire est désactivé. Je vais y aller dans 15 jours. Moi, je suis très réservé, j'ai toujours été très réservé sur le pass sanitaire. Je crois que c'est toujours un pass sanitaire ou c'est un pass vaccinal maintenant? C'est ce que je veux dire. Alors, je pense que le gouvernement aurait dû nous dire maintenant clairement les choses. Ce pass sanitaire est un pass vaccinal. Il faut dire clairement les choses. Bon. Et deuxième interrogation sur les privations de liberté. Je ne comprends pas pourquoi ce gouvernement n'est pas passé par la case Parlement. Pourquoi aujourd'hui il n'a pas organisé en urgence à l'Assemblée et au Sénat, le même jour même, avec ou sans vote, mais un débat à l'Assemblée. C'était le minimum. Alors je sais qu'on est en état d'urgence jusqu'au mois de juin, mais quand même, il y a un minimum. Et puis troisièmement, ce qui m'énerve toujours un peu, c'est que le juge de paix, finalement, c'est la saturation des hôpitaux. Et je ne comprends pas encore une fois que depuis 1 an, alors je sais que le numerus clausus, il faut que le temps que ça prenne son effet et qu'on n'a pas assez aujourd'hui de réanimateurs, de médecins urgence réanimation, mais je ne comprends pas que depuis 1 an, on n'ait pas augmenté ces lits de réanimation dans l'hôpital pour qu'aujourd'hui, on soit capable de réagir face à une nouvelle épidémie, une 5e vague dont je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, donc je ne sais pas si elle sera importante. Je sais simplement qu'aujourd'hui, il y a très peu de places occupées dans les hôpitaux en réanimation. Donc voilà, c'est mes 3 petits coups de colère quand même. Bon, Yves Durand, on tourne autour du pot là, de la vaccination obligatoire. En fait, c'est là qu'on en arrive. Mais bien sûr. Moi, personnellement, j'ai toujours été favorable à la vaccination obligatoire. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que quand même... La plupart des gens qui se retrouvent en réanimation aujourd'hui sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Bien sûr. Donc c'est là le vrai problème. Il faut le faire. C'est là le vrai problème. Et moi j'en ai un peu assez. Non, mais c'est pas à eux que ça s'adresse tellement cette mesure. C'est à ceux qui sont déjà vaccinés que s'adresse cette annonce aujourd'hui. J'en ai un peu assez de ce débat qui a été initié tout à l'heure sur la préservation de la liberté individuelle. Parce que la liberté individuelle, c'est aussi la liberté de contaminer les autres. C'est aussi la liberté d'envoyer un certain nombre de gens à l'hôpital en réanimation. Oui, on peut aussi vous rétorquer, Yves Durand, vous rétorquer qu'à 18 ans, avec ces 2 doses de vaccin depuis 5 mois, on n'est pas à risque. La liberté individuelle, elle s'arrête là où l'intérêt général commence. Alors, oui, il y a une 3e dose qui apparaît nécessaire, les médecins le diront, qu'on élargisse au maximum cette 3e dose. Moi, ça ne me choque pas. Tant qu'il y aura des gens qui refuseront de se vacciner, qu'il y aura des gens qui ne se vaccineront pas, il y aura des problèmes de contamination. Il faut savoir, il faut se rendre compte que on va vivre longtemps avec le coronavirus. Il ne va pas disparaître comme ça. Le problème, il est donc de se prémunir, de s'immuniser contre. Et s'immuniser contre, c'est le vaccin. Voilà, ne tournons pas autour du pot. En même temps, on va toujours chercher les mêmes publics, ceux qui sont déjà vaccinés, qui ont fait ce qu'on leur demandait. Sagement, entre guillemets, y compris les plus jeunes qui ne sont pas à risque, et c'est encore à eux qu'on demande quelque chose, alors qu'on vous le disiez vous-même, il y a des publics qui ne sont pas vaccinés, de se refaire vacciner. Olivier Lartigot sur ce point. C'est pas une catastrophe. Je fais écho à des choses qui ont été énoncées et que je partage. Je partage la crise démocratique qui se poursuit. Comment le Parlement n'est pas associé en amont avec des éléments de transparence sur la situation sanitaire et le fait de construire dans le maximum de l'unité nationale des réponses adaptées et proportionnées à l'évolution, à la circulation nouvelle du virus. Première chose. Deuxième chose, un chef de service de la Riboisière disait il y a 2 jours, l'hôpital d'aujourd'hui, c'est l'hôpital d'avant mais en pire. Comment sur les 18 mois qu'on vient de vivre, on peut se retrouver avec une situation hospitalière dégradée. Second point. Avec des autre point de fait, il y a un peu... C'est un écran de fumée alors, ces nouvelles mesures? Non, je dis simplement que l'épée de Damoclès, depuis le début de cette crise sanitaire, c'est la capacité d'accueil dans les services de soins critiques à l'hôpital, point barre, disons-nous les choses. Autre point, c'est son hypocrisie. En fait, le pass sanitaire, restriction, tour de vis après tour de vis, devient un pass vaccinal. D'autant plus avec les annonces qui ont été faites, qui intègrent un durcissement de la validité du
du test négatif, plus une troisième dose, où au final, l'ensemble de la population adulte, ce qui fera mois après mois, au total 52 millions de personnes, devront passer par la troisième dose. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes sur le aller vers. On a encore un gros trou dans la raquette avec 6 millions de personnes qui n'ont pas la première dose. Je rajoute une autre dimension. On annonce aujourd'hui le départ d'un nouveau variant en Afrique du Sud, ce qui posera bien évidemment la question de brevets libérés de droits. Les Big Pharma se sont fait des masses d'argent aujourd'hui alors qu'il faut libérer les droits de production de ce vaccin, mettre des transferts de technologie permettant de le fabriquer partout, parce que de toute manière, si on n'arrive pas à une réponse globale, universelle, d'accès aux soins et aux vaccins, on va toujours courir après des nouveaux variants que les vaccins actuels pourront moins contrer. Ça dépend aussi de l'efficacité du vaccin. Je voudrais revenir sur 2 points, parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui me semble pas juste. Vous dites que ceux qui ne se font pas vacciner, ils prennent la liberté de contaminer les autres. Mais c'est faux en réalité. C'est-à-dire, ceux qui sont vaccinés aussi peuvent contaminer les autres. Et justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, le pass sanitaire induit une fausse sensation de sécurité, parce qu'on se dit, j'ai le pass sanitaire, je suis vacciné, je vais moins contaminer, je vais moins précisons justement, etc. Juste une précision, le masque redevient obligatoire, s'il vous plaît. Monsieur Durand, le masque redevient obligatoire dans les lieux où le pass sanitaire est exigé. On des formes graves et vont prendre des lits qui seraient peut-être... C'est précisément ce que je voulais vous dire. C'est que être vacciné n'empêche pas d'être contaminé et de contaminer les autres. Donc il faut ce pass sanitaire donne une impression de fausse sécurité qui n'est pas efficace. Je me permets de préciser, parce que Monsieur Durand parlait, excusez-moi, en même temps, mais le masque redevient obligatoire dans les lieux où le pass sanitaire est exigé. C'est quand même un pas dans ce cas que vous saluez dans cette optique. Le masque, c'est une bonne manière pour se protéger et de transmettre et de recevoir la maladie, mais surtout de transmettre la maladie. Mais ce que je veux dire sur ce pass sanitaire, c'est qu'on n'y arrivera pas en simplement utilisant cette mesure-là, parce que si notre but est le but collectif de l'humanité devrait être d'endiguer cette maladie, il faut à la fois effectivement vacciner largement, parce que de fait ça fait une sensible diminution de la transmission de la maladie, donc ça a quand même une efficacité sur ce plan-là. Deuxième point, il faut effectivement développer les traitements, et là je suis assez enthousiaste de l'annonce. Exactement, je suis assez enthousiaste du fait qu'on a enfin un traitement qui permette aux gens, y compris aux gens qui sont pas convaincus par la vaccination, qui ont des doutes sur l'ARN messager, qui pensent que ça peut être dangereux, etc. Et encore une fois, c'est un problème de conviction, c'est pas un problème d'obliger les gens à le faire, parce que si les gens ils ont peur de l'ARN messager, on va pas les forcer en faisant une piqûre, ils vont faire des méthodes de contournement, ils vont essayer de faire des faux passes sanitaires, ils vont essayer de faire des méthodes de contournement. Donc il n'y a pas que des vaccins à l'ARN messager, il y en a beaucoup. C'est une des technologies vaccinales qui inquiète le plus les gens, parce que les nouvelles, c'est la première fois qu'elle est employée à cette échelle-là. C'est un antiviral par comprimé d'ailleurs. Exactement. Il a bien précisé, Olivier Véran. Et ça, c'est quand même une avancée extraordinaire. Ça n'a pas été encore. Mais pour ceux qui ont des formes, peuvent développer des formes graves, là, c'est quand même une avancée extraordinaire. Tout à fait. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que, ça va aller dans le sens de ce que vous disiez, le manque de confiance vient aussi du fait que Pfizer est en train de se faire des couilles en or avec ce vaccin. Et que quand on nous dit 3e dose, peut-être ça va être ensuite une 4e de rappel, une 5e de rappel, une 6e, et on a un peu l'impression que la Sécu est en train de payer pour faire des profits. Attention quand même, les laboratoires, ça coûte très cher d'investir en termes de recherche pour trouver le vaccin. 4 milliards de bénéfices sur les 3 Big Pharma. On ne peut pas ouvrir les brevets comme ça. Demain, il y a un nouveau virus. Enfin, comme ça fait plus d'un an que les vaccins maintenant sont disponibles. Qu'on est en pandémie mondiale, je suis d'accord. 34 milliards de bénéfices sur les 3 principaux Big Pharma, qui ont plus siphonné de l'aide publique pour la recherche. C'est que c'est beaucoup de l'aide, c'est beaucoup. Et là, il faudrait vraiment envoyer des tonnes et des tonnes de vaccins en Afrique et dans les pays de développement. Demain, on va avoir un nouveau variant qui s'appellera X, Y ou Z, et qui va seulement, je crois, 2% ou 3% de la population dans les voies de développement. Et ça, et COVAX, là, par contre, l'Europe n'a pas fonctionné sur ce plan-là. Et là, c'est les virus chinois et russes qui envahissent, c'est-à-dire qui sont donnés souvent gratuitement dans les pays africains en échange, bien évidemment, de minerais ou je ne sais d'autres. Là, c'est un vrai scandale. Et il faut absolument vacciner le reste du monde. C'est-à-dire que, comme le préconise d'ailleurs un certain nombre de
professeur de médecine, il faudrait arriver à ce que le vaccin soit un bien commun et non plus un bien marchand. Parce que ce que vous dites sur l'Afrique est absolument catastrophique. Exact. Si la France n'a pas pris d'initiative sur cette question, si on ne n'alimente pas, mener la bataille à l'OMC sur cette question. Le lien avec les migrants, parce que encore une fois, on le verra tout à l'heure. Mais si on n'alimente pas, notamment l'Afrique, massivement en vaccin, on pourra lutter en France tant qu'on veut, on aura toujours... Alors messieurs, s'il vous plaît, il y a quand même une question qui se pose, c'est celle de l'acceptabilité de ces mesures. À quelle échéance les Français vont-ils vraiment respecter ce qui leur est demandé aujourd'hui, la dose de rappel? Le délai est court. Le délai est court, on sait qu'on rentre dans une phase très critique avec l'arrivée de l'hiver, que c'est là que la reprise épidémique est la plus intense. Est-ce qu'on peut éviter ces mesures? Pour vous, on est sur la bonne voie pour éviter le reconfinement, par exemple, parce qu'on voit que c'est... Je pense que tout a été fait pour éviter le reconfinement. Pour éviter le reconfinement, je pense qu'on est sur la bonne voie, et notamment le reconfinement, si je puis dire, à l'école. Olivier Véran, tout à l'heure, était accompagné de Jean-Michel Blanquer. Il a été très net. Il faut maintenir autant que faire se peut les enfants à l'école. On a vu la 36 catastrophe. classes sont fermées dans le 15e. On en a 8500, 8500 à l'échelle du pays. Il y a un vrai sujet. On a vu la catastrophe scolaire, la catastrophe sociale même, qu'a provoqué le premier confinement sur les enfants, sur les étudiants, et notamment plutôt sur les enfants scolarisés, notamment en primaire et au collège. Donc il faut absolument éviter ça. Il n'y aura plus de fermeture systématique de classe, nous annonce par ailleurs le gouvernement, mais un test pour toute la classe. Il y a l'équilibre à trouver entre la santé publique et cette nécessité de garder les écoles ouvertes. Il y a quelque chose. L'exécutif reste sur une ligne de crête parce qu'il y a eu des annonces. Moi, je pense qu'il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Le vaccin est notre principale arme. Il n'y en a pas d'autre. Il faut donc aller vers une... Moi, je préfère le terme de vaccination généralisée en allant vers et non pas obligatoire, mais tout en disant il peut faire de nous aussi des gens contaminés ou contaminants, mais il nous protège par rapport à des formes graves, d'où après la situation hospitalière. On pouvait avoir un discours de vérité. Olivier Véran a eu des formules par le passé disant ça y est, vaccin plus passe sanitaire, on est sorti de la zone difficile. C'est pas le cas. Et après, il faut poser une question. Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle, puis 2 mois après l'élection législative. Ça veut dire quoi, les annonces d'aujourd'hui, par rapport à la vie démocratique dans notre pays et sur le fait de pouvoir mener une campagne présidentielle et législative avec cette situation sanitaire dont on voit qu'elle n'est pas réglée? Ça veut donc dire qu'il faut absolument aller vers les groupes parlementaires, aller vers les partis politiques, vers le corps social, vers le corps... Je ne pense pas que ce soit pour l'instant... Alors, vous avez raison sur les points, mais ce n'est pas dans l'immédiat la préoccupation des Français. La question n'est pas simplement de sauver les fêtes de fin d'année, comme on l'a dit. C'est une vraie question. Il n'y a pas que les fêtes de fin d'année, il y a l'économie avant les fêtes de fin d'année. Il y a un vrai problème qui se pose, démocratique, et vous l'avez tous les deux bien évoqué. Ces décisions-là, elles sont prises en Conseil de défense. Le Conseil de défense, il est soumis au secret défense. Que vient faire un Conseil de défense dans la gestion d'une pandémie? Vous avez un Parlement déjà qui a validé la prolongation mais pas dans quelles conditions? Avec des députés à majorité qui sont arrivés en survêtement pour faire un survêt de la nuit. Déjà, pas tous. Moi, mes députés, ils ont voté contre la prolongation de cette... Certes, mais le Parlement, l'Assemblée et le Sénat ont été associés dans cette démarche. Attendez, il fallait faire revenir, excusez-moi, il fallait reconvoquer l'Assemblée pour cette dose de rappel. Je pense, oui. Je voudrais juste finir ma phrase. Je voudrais juste finir ça, mais par ailleurs, ça aussi, c'est un énorme problème. On a quand même la décision d'un état d'urgence sanitaire qui enjambe l'élection présidentielle. Enfin, ces gens croient-ils que l'élection présidentielle et les élections législatives sont une formalité administrative? Ça commence... Je veux dire, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Ils prennent leurs décisions dans un endroit caché. Ils ne vont jamais devant le Parlement pour faire débattre de ces décisions-là. Et ensuite, quand ils prennent des décisions sur un état d'urgence sanitaire qui est extrêmement restrictif en matière de liberté publique, ils le font en enjambant l'élection présidentielle. Au bout d'un moment, il y a un problème démocratique majeur qui est posé avec ce gouvernement, qu'il va falloir dégager dès 2022 pour mettre en place une 6e République, parce qu'on voit bien les... Parce que vous nous dites qu'il y a un blanc-seing. Attendez, il y a un blanc-seing qui a été donné. Vous êtes d'accord pour toutes les mesures sanitaires possibles et imaginables? Il y aurait, tous les 3 mois, le Parlement devrait se réunir pour faire un point d'étape sur la vaccination. C'est inacceptable. Alors, je vais pas, pour une fois, je vais défendre Macron, et pourtant je ne suis pas un pro-Macron, mais on l'a beaucoup critiqué sur la première phase. On l'a beaucoup critiqué sur le lancement de la vaccination.
Bon, il a quand même plutôt réussi cette troisième phase du Covid et cette vaccination, puisqu'on est quand même le pays européen le mieux vacciné. Et donc, il y a moins d'entrées à l'hôpital. En revanche, il y a un vrai souci démocratique. J'en suis totalement conscient. D'ailleurs, bon nombre de nos sénateurs ont voté contre. Je ne comprends pas, et ça aurait été tout à son honneur, de convoquer encore une fois, aujourd'hui, en urgence, l'Assemblée et le Sénat. La vaccination des enfants. Oui, Yves Durand, ensuite on parle de la vaccination des enfants. Quand on regarde les pays s'en sort bien, on est d'accord. Alentour, y compris l'Allemagne, par exemple, que l'on prenait souvent en exemple. S'en sort bien. Où il y a vous pouvez faire comme ça, mais c'est comme ça. En ce moment, c'est pas top. Où il y a un problème, c'est vrai. Oui, mais c'est ça. Où il y a un vrai problème, c'est effectivement la place du Parlement ou la non-place du Parlement dans cette affaire. Sur cette affaire... Vous nous rejoignez quand même. Ben oui, je viens de le dire. Sur cette affaire, comme sur les autres, il y a, depuis un certain nombre d'années, pas uniquement sur les problèmes sanitaires, un abaissement du rôle de Parlement qui est absolument catastrophique. J'ai été parlementaire 25 ans, j'ai vu la dégradation du rôle du Parlement, et c'est effectivement un vrai problème démocratique que j'espère la campagne présidentielle posera d'ailleurs. La vaccination des enfants, alors on n'en est pas encore là, mais Olivier Véran a ouvert la porte, très clairement. Il va y avoir une série de consultations. On écoute d'ailleurs le ministre. On va en parler tout de suite après. La vaccination peut être ouverte dans des conditions de sécurité pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Quelles sont désormais les étapes à suivre en France ? D'abord, je saisis le Conseil consultatif national d'éthique, parce qu'il y a des questions éthiques qui se posent en termes de protection collective, de protection individuelle s'agissant des enfants. Ensuite, je saisis bien sûr la Haute Autorité de Santé pour qu'elle puisse regarder, décrypter en toute transparence l'ensemble des données à disposition et déterminer dans quel cadre, dans quel contexte pourrait ou non être ouverte la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans. Dans tous les cas, cette vaccination, si elle était décidée en France, ne commencerait pas avant le début de l'année 2022, puisqu'il faut pour cela recevoir les vaccins avec des dilutions de vaccins adaptées aux enfants. On entrouvre la porte ou on prépare les esprits ? Je sais pas, il faudrait nous dire déjà quelle est l'utilité de vacciner les enfants de 5 à 10 ans. Enfin, moi je ne suis pas médecin. Donc si jamais on nous dit que c'est utile de vacciner les enfants de 5 à 11 ans, pourquoi pas ? Maintenant, ils n'ont pas de comorbidité qui peut leur faire risquer d'avoir des formes graves. C'est quand même pas le public le plus cible des vaccins. Précisément pour ça, je pense que c'est pas le public cible, le public prioritaire, et qu'il serait plus utile de mettre notre énergie à aller convaincre ceux qui n'ont pas encore fait. Il y a des pays dans lesquels... Et puis il va y avoir beaucoup de résistance à cette mesure. Simplement, il y a des pays... fracturer encore le pays sur cette vaccination des enfants. Il y a des pays dans lesquels, pour convaincre les gens d'aller se faire vacciner, ils font des porte-à-porte. Ça semble quand même plus efficace d'aller discuter avec les gens qui disent « Ah non, l'ARN messager, j'ai pas confiance » ou « Ah non, le vaccin, j'ai pas confiance » et d'expliquer « Bah oui, il y a d'autres technologies, on peut utiliser des vaccins plus traditionnels, etc. » que d'aller sur ça. Non, je crois qu'on l'a dit sur le plateau déjà, on a d'autres priorités. Aller chercher encore les 6 millions de Français qui sont pas vaccinés, les petites grand-mères dans les villages isolés, etc. Qu'on fait déjà beaucoup quand même, avec des bus, etc. Mais on a assez à convaincre. On vient d'en parler, des millions de citoyens dans le monde encore à vacciner, notamment dans les pays en développement, pour éviter d'avoir un nouveau variant. Voilà, après, moi je ne suis pas, encore une fois, je suis un politique, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un scientifique, je suis incapable de vous dire s'il faut aujourd'hui vacciner les jeunes enfants. Allez, on continue le débat dans un instant. Vous pensez qu'il va y avoir des oppositions quand même, Antoine Léaumont, sur cette question de la vaccination des enfants ? On risque un petit peu de remobiliser en tout cas les... Il y en a déjà en fait. Les anti-vaccinations. Il y a déjà des oppositions pour la vaccination des enfants parce qu'elle existe déjà pour certaines personnes moins de 18 ans. Donc, là, on parle des plus petits encore. Oui, on parle des plus petits, mais je veux dire, cette opposition, elle existait déjà, donc il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas pour les plus petits et les parents qui ne sont pas convaincus. Donc on va, à mon avis, enfin, je ne suis pas médecin encore une fois, donc c'est pas mon rôle de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, etc. Moi, ce que je vois, c'est juste que si on veut obtenir de la vaccination, et y compris des enfants, si jamais c'est une bonne chose, c'est auprès des parents qu'il faut faire le travail de conviction. Et généralement, s'ils ne sont pas convaincus pour eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus pour leurs enfants. S'ils ont peur pour eux, ils ont peur encore plus pour leurs enfants, puisque c'est un réflexe humain que de vouloir protéger ses enfants. Donc, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter depuis presque 2 ans maintenant, enfin, je ne sais pas quand est-ce que depuis 1 an et demi, mais
si on veut obtenir une vaccination large... C'est moins d'un an qu'on a ce vaccin. Mais la manière la plus efficace de faire, c'est d'expliquer, d'y revenir. Si jamais les gens ne sont pas convaincus par un vaccin en particulier, l'ARN messager, d'en proposer un autre. Là, encore une fois, moi je suis très content qu'il y ait un traitement qui soit proposé, qui est un traitement dont en plus apparemment diminue la charge virale, donc diminue la possibilité de transmission. Bah voilà, ça c'est des moyens que peut-être... Enfin, moi je suis contre le pass sanitaire, mais peut-être que le gouvernement pourrait intégrer cet outil-là à son pass sanitaire si c'est ça qu'il a envie de faire. Ça peut être un des moyens de faire en sorte que les gens se disent pas que ce truc pass sanitaire est juste un machin pour les obliger à se faire vacciner alors qu'ils n'ont pas confiance. Sur les enfants, oui, vous souhaitez, moi, je pense que réagir? Il faut d'abord que les scientifiques et les médecins donnent leur avis. Moi, je comme nous tous, là. On attend d'ailleurs, je crois, la haute autorité. Je ne suis pas médecin, par conséquent, je ne vais pas donner un avis aujourd'hui. Mais de toute façon, quel que soit l'avis, il va falloir, et là je suis d'accord, un effort d'explication, de pédagogie très fort, de façon à ce que il y ait au fond un accord, que ça se fasse par conviction et non pas par contrainte, notamment sur les enfants, c'est clair. C'est rare que je sois d'accord avec la France insoumise. C'est sûrement la première fois et la dernière fois que je serai d'accord avec. Mais il a raison. Enfin, le pays est assez fracturé. Il faut encore faire beaucoup de pédagogie. Et donc, en attendant la décision des scientifiques pour se prononcer, et on verra à ce moment-là, étape par étape surtout. Alors, docteur, justement, on évoquait en plateau il y a un instant ce traitement antiviral que nous annonce Olivier Véran, cette nouvelle arme qui sera disponible dans les pharmacies, que les médecins comme vous de ville pourront prescrire. Alors pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en dire un peu plus ça nous intéresse. sur ce traitement? Sur ce traitement. C'est un traitement antiviral, donc c'est un traitement qui bloque l'activité du virus. Donc, mais comme tous les nouveaux traitements, donc qui va empêcher les gens malades. C'est pas un traitement préventif, c'est un traitement curatif, enfin à visée curative en tout cas. Et c'est comme tous les nouveaux traitements, on ne connaît pas non plus les effets secondaires. Les effets secondaires, les effets à court terme, on les connaît pas et on connaît pas la réelle activité. Bon, il a obtenu son AMM, donc il y a une sécurité qui est suffisante, mais on ne sait pas. Alors c'est développé par quel laboratoire? C'est Pfizer, me semble-t-il. Ah, Pfizer. C'est le Molnupiravir. Alors, avant qu'on retienne le nom, il va nous falloir un moment. Bon, c'est réservé aux personnes qui sont à risque de faire des formes graves, docteur. Bien sûr, pour l'instant. Bien sûr. Et c'est un traitement donc qui n'est pas préventif. Bon, c'est quand même effectivement un espoir, parce que on sait bien que même avec la vaccination, on garde des personnes à risque et qu'on peut quand même attraper des. Faut quand même saluer. Je ne sais pas ce que pense le docteur, mais il faut quand même saluer le génie humain qui a permis, en 2 ans pratiquement, de développer d'abord des vaccins qui ont quand même considérablement fait baisser la pandémie et maintenant de commencer à entrevoir on a été plus vite que pour d'autres grands antiviraux comme quand même lutter contre le sida, par exemple. On a mis des années et des années. Quand on voit ce qu'il fallait comme année pour développer des vaccins dans d'autres pandémies. Si on voulait faire vraiment convaincre nos concitoyens qu'il faut croire à la science, eh bien, il y a cet exemple-là, il est quand même à noter. On précise que c'est le laboratoire Merck qui a développé ce médicament. Non. Merci beaucoup, docteur, d'avoir pris le temps de nous répondre sur CNews. Merci à vous, docteur Ruat. Un dernier mot peut-être sur ce traitement, Olivier d'Artigol? Tant mieux. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce traitement plutôt que le vaccin. Oui, bien sûr, la question des traitements est très importante. Il y aura quand même une petite question Sanofi dans notre pays, sur les Oui. Il y a une petite question Sanofi, Où est Sanofi sur le vaccin, sur la recherche, sur aujourd'hui les traitements, et ça pose en grand aussi la nécessité d'un grand pôle public du médicament afin de véritablement sortir ces moyens de lutte contre des pandémies, des sphères marchandes et libérales. Vous savez, il y avait un livre blanc de la défense qui, bien avant ce qu'on vient de vivre, avait pointé le fait que nous n'étions pas préparés à faire face à une pandémie. Est-ce qu'on va enfin tirer les enseignements de ce qu'on vit toujours pour aller vers des solutions qui n'ont pas été mobilisées par le passé ? Clairement, Sanofi, quand même, il nous coûte un fric assez monstrueux parce qu'il y a ce crédit d'impôt recherche pour lequel on leur donne, je crois, 1 milliard d'euros par an. Exact. Et ils continuent à licencier des postes de chercheurs.
Là, ils ont été incapables de trouver un vaccin, incapables de trouver un traitement. On continue à leur donner de l'argent, ils continuent à licencier. Donc moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire M. D'Artigol. Au bout d'un moment, il faut faire rentrer ça dans un pôle public du médicament et arrêter de se faire arnaquer par cette boîte. C'est l'échec de la recherche française. C'est tout l'échec français. On le savait déjà, mais on continue globalement les subventions et les aides à des petits laboratoires, à des petites start-up de laboratoires. On a toujours tout misé sur des grands laboratoires et pas assez sur des petites structures comme le font les Américains ou d'autres pays. Et c'est ça notre grand défaut. On a un problème de recherche dans ce pays. Mais c'est plus large que ça. C'est surtout l'échec de ce qu'on appelle la recherche-développement. C'est-à-dire qu'il y a la recherche fondamentale qui est relativement en pointe en France, même s'il y a beaucoup de chercheurs qui fichent le camp à l'étranger et ils souffrent. Mais il y a surtout un trou, si je puis dire, dans la recherche et développement, c'est-à-dire dans l'application de cette recherche fondamentale aux médicaments, à l'industrie pharmaceutique et autres. Et ça, c'est un vrai sujet. Et il y a un effort considérable à faire au niveau de cette recherche et développement que les pays développés, d'ailleurs... L'enquête parlementaire, s'il y avait une enquête parlementaire, ça serait pourquoi la France n'a pas réussi à développer et faire pas seulement Sanofi, mais faire sur l'ensemble des laboratoires, pourquoi nous n'avons pas réussi à trouver le vaccin, comment se fait-il que dans la marche vers les aides, etc., elles n'ont pas été orientées vers des petits laboratoires, des petites start-up. C'est ça qui est agaçant, c'est que globalement, il y a un échec, il y a un échec de filer de l'argent aux entreprises en regardant pas ce qu'elles font. Ça marche pas pour le crédit d'impôt recherche, ça marche pas non plus pour le CICE, ils n'ont pas embauché 1 million de personnes comme ils l'avaient promis, et ça nous coûte un fric monstrueux. Après, on a réussi à développer des choses. Il me semble, une start-up française qui a développé, si mes souvenirs sont bons, un vaccin qui est parti en Angleterre. Donc pourquoi qu'elles ont été subventionnées par les Anglais, justement. Mais voilà. Mais donc le gouvernement français a fait des erreurs en ne ciblant pas correctement les aides. Par ailleurs, il y avait aussi l'Institut Pasteur de Lille qui avait développé un traitement qui était très prometteur et qui n'a pas eu accrochez-vous, 5 millions d'euros. C'est quand même pas grand-chose à l'échelle d'une pandémie mondiale. Ils n'ont pas eu les sous pour continuer à développer ce traitement. Franchement, il y a une gestion globale du pays qui est assez calamiteuse. Encore d'autres choses. On se dit maintenant que cette pandémie va durer. Pourquoi il n'y a toujours pas de purificateur d'air dans les écoles ? Ok, d'accord, c'est pas la solution miracle à tout, mais n'empêche que ça empêche de transmettre en partie la maladie. On va donc mettre des masques. Il serait temps, ça fait quand même 6 ou 8 mois qu'on leur propose de le faire. Pourquoi on met toujours pas en place une société du roulement en essayant de changer les horaires de travail pour que les gens se retrouvent pas tous en même temps dans les transports. Toutes ces propositions, si jamais le coronavirus dure encore 10, encore 20, encore 30 ans, il va falloir les mettre en œuvre. Donc pourquoi est-ce qu'on perd notre temps avec des demi-mesures ? Perspective qui n'est guère réjouissante, mais on va clore cette page. Effectivement, en parler. On va poursuivre avec ce drame dans la Manche. 27 personnes qui sont décédées en tentant de rejoindre la Grande-Bretagne, des migrants, 17 hommes, dont 2 sont décédés à l'hôpital, 7 femmes, 3 jeunes. On va faire le point sur l'enquête tout de suite avec vous, Marie Aubazac. Marie, bonjour. Alors, on sait qu'il y a eu des arrestations. Elles ont été médiatisées, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et où en est l'enquête à cette heure, Marie ? Alors, il y a 2 choses qu'il faut savoir. D'abord, concernant les arrestations dont vous parlez, effectivement, en fin d'après-midi hier, 4 passeurs présumés ont été interpellés. Un 5e homme a été interpellé dans la nuit. Il avait, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, acheté des Zodiac en Allemagne. Très vite, Gérald Darmanin a affirmé que ces 5 hommes étaient suspectés d'avoir un lien avec le drame qui a eu lieu hier. Mais à ce stade de l'enquête, selon une source judiciaire, il n'y a pas de lien objectif entre l'arrestation de ces 5 passeurs présumés et le naufrage. C'est d'ailleurs le parquet de Dunkerque qui est en charge de l'enquête autour de ces 5 passeurs, alors que c'est la juridiction interrégionale spécialisée de Lille qui est chargée de l'enquête concernant le naufrage. Les 2 rescapés de ce naufrage, un Somalien et un Irakien qui ont été hospitalisés et dont le pronostic vital n'est pas engagé, vont rapidement être entendus pour éclaircir les circonstances de ce drame, alors qu'une enquête a été ouverte pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, homicide et blessures involontaires et association de malfaiteurs. Lors du naufrage, 27 personnes ont été tuées. Ce bateau, il est parti de Dunkerque et l'épave a été saisie. Elle va être examinée pour éclaircir les causes du naufrage. Merci beaucoup Marie Aubazac. Et avant d'en venir à cette guerre d'influence aujourd'hui, pour savoir qui est responsable et qui doit en faire plus des 2 côtés de la Manche, bien sûr, entre la Grande-Bretagne et la France. Sur cette enquête et sur ces annonces de Gérald Darmanin et Yves Durand, il a été un peu vite en besogne, le ministre de l'Intérieur. Il a tenté effectivement de montrer que la France agissait, peut-être un petit peu rapidement.
Oui, il l'a fait rapidement. On peut effectivement poser un certain nombre de problèmes sur d'abord des annonces, il faut laisser travailler la justice. Il l'a fait rapidement aussi pour mettre la pression. Je crois qu'il y a une pression forte à faire. Sur les passeurs, sur les réseaux, sur les réseaux, sur les passeurs, etc. Je pense qu'il y a, parce que ça c'est l'urgence, comme l'urgence est de sauver, de traiter les conditions de vie de ces pauvres gens qui s'agglutinent le long de la côte d'Opale, que je connais bien, j'étais élu du Nord. Mais il y a le problème de fond. C'est le problème des relations avec l'Angleterre. On voit aujourd'hui d'ailleurs ces deux pays qui jouent un peu au ping-pong, c'est inadmissible. Moi, je pense très sincèrement que très vite, et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que Gérald Darmanin met la pression, très vite, il faut revoir ce qu'on appelle les accords du Touquet, qui font que, pour les Anglais, le Proche-Orient commence à caler. Et donc, ils bloquent, au fond, à la frontière française, et c'est ça qui, effectivement, pose un problème. Là, il y a une situation qui fait que ces accords-là, qui ont pu être pris à un moment donné et être efficaces à un moment donné, ne le sont plus. Qui est responsable de ce drame ? 27 migrants morts dans la Manche. Ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. Il y a ces réseaux de passeurs, bien sûr, mais il y a aussi la question des responsabilités entre Londres et Paris qui se renvoient la balle. Depuis hier, Boris Johnson reproche à la France des efforts insuffisants. La presse tabloïde britannique est d'ailleurs à l'unisson. On écoute tout de suite les précisions de notre correspondante sur place, Sarah Menaille. Étonnant. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, on a un peu la sensation que l'on se renvoie la balle de part et d'autre de la Manche. D'un côté, Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, qui appelle à plus de responsabilités côté britannique. Et puis de l'autre, les Anglais, Boris Johnson en tête, qui dès hier soir, lors de sa première allocution après le drame, a évoqué la France. Il a même ciblé les autorités françaises, les invitant à en faire plus pour lutter contre cette immigration clandestine. Bien oui, parce qu'aujourd'hui, au Royaume-Uni, on considère que les efforts entrepris par les Français sont insuffisants. Alors aujourd'hui, c'est sa ministre de l'Intérieur, Priti Patel, qui a répondu directement à Emmanuel Macron, appelant notamment à une coordination internationale. Priti Patel qui a rappelé l'importance d'une action coordonnée pour lutter contre cette immigration clandestine. Il y a également le ministre britannique de l'immigration, Kevin Foster, qui lui de son côté a proposé à Paris plus de moyens pour lutter contre ces trafics, en plus des 63 millions d'euros déjà promis par le Royaume-Uni à la France. Et qu'on attend toujours. Et on en parlait il y a un moment de ces unes des tabloïds britanniques aujourd'hui. On va voir celle du Sun par exemple. Alors elles sont frappantes parce qu'elles semblent montrer, et c'est ce qu'impliquent ces tabloïds, sous ce titre honteux, l'inaction des forces de police françaises qui laisseraient passer ces migrants dont elles auraient connaissance. Première réaction peut-être à cette bataille diplomatique un peu guerre des nerfs qui est en train de se jouer, Olivier d'Artigol. Ouais, mais ça rajoute du malheur au malheur. Moi, s'il y avait des unes de presse à faire, les migrants n'ont jamais de prénom et de nom. C'est-à-dire, ça serait un hommage que de montrer ces 27 visages des hommes, des femmes, des mineurs, de dire quelles ont été leur vie, leur chemin d'exil, comment ils ont vécu les derniers jours. Je crois qu'il y a des responsabilités. J'espère qu'on aura un jour la possibilité... Bien sûr, on va parler dans les jours qui viennent de Dublin, du Touquet, il faut continuer à le faire, des bisbilles entre le Royaume-Uni et la France, mais... Est-ce qu'on pourra avancer le débat pour dire qu'il y a des responsabilités politiques à ces drames, que c'est l'Europe forteresse ? Ces gens étaient en effet des migrants. C'est aussi le produit des guerres, des inégalités économiques à l'échelle du monde, du malheur humain, et il y aura des migrations climatiques. La question donc du droit à la mobilité, la question de voies régulières et sécurisées, pour ces personnes, comme cela existe pour les flux financiers ou les marchandises, se poseront à coup sûr. Et combien faudra-t-il de drames pour arrêter la manière dont ça se passe après chaque drame ? Quand c'est qu'on dira stop ? Il y a des responsabilités politiques à ça. Le capitalisme en étant le premier d'entre eux. Il faut que ça s'arrête. Et je trouve qu'on passe trop vite sur 27 migrants. On y passe trop vite là-dessus. Ils avaient une identité, une vie. Il y a quelque chose il y a une perte d'humanité dans la manière dont on parle, y compris de ces problèmes-là. Et j'espère que la campagne présidentielle mettra un coup d'arrêt
à l'instrumentalisation de ces drames-là et qu'on pourra venir en effet vers une réflexion de raison, vers un devoir d'humanité. On ne peut pas laisser rentrer en Europe tous ceux qui voudraient y rentrer, parce qu'effectivement, ils sont nombreux. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de réfléchir. Il s'agit de réfléchir aux politiques de développement, ce qu'ont produit les guerres, ce qu'ont produit les... Je suis touché par ce que dit Olivier, moi qui suis très impliqué dans cette aide aux migrants. J'ai créé le premier collectif de mineurs isolés en France en 2014. Tu as raison de le rappeler, ces jeunes ou ces moins jeunes ne traversent pas par plaisir. Ils traversent le Sahara, ils traversent des océans, ils sont faits prisonniers en Libye, ils sont vendus comme esclaves, ils sont violés. Ils n'arrivent pas comme ça pour le plaisir. Ils fuient les guerres, ils fuient un réchauffement climatique. Il faut organiser leur transfert vers la Grande-Bretagne. Non, mais ayons un tout petit peu par moment, et je suis content parce que j'allais... Un côté humain quand même, ces gens-là. Voilà, il faut. Alors quand j'entends le général Darmanin parler de passeurs et accuser les passeurs, mais la passeur, parce qu'il y a une offre. Si un passeur, c'est qu'il y a une offre. Et quand on détruit un passeur, eh ben il y en a un 2 kilomètres plus loin qui va offrir la même chose. C'est comme d'ailleurs les points de deal. On casse un point de deal et puis 400 mètres plus loin, il y a un nouveau point de deal qui se crée. Enfin, faut arrêter les problèmes. Il faut réagir vite sur cette crise-là. Il faut réagir sur des réformes structurelles au niveau mondial et au niveau européen. Réagir vite comment ? Alors réagir vite, je vais vous le dire. Sur la Grande-Bretagne. Non, mais réagir vite. D'abord, il faut éviter le regroupement et offrir à ces personnes un logement digne de ce nom. Il ne faut pas les laisser dans des camps de migrants. C'est vrai que les camps... C'est ce qui est fait. Le SAS qui avait été proposé... Par Bernard Cazeneuve. C'est ce qui avait été le SAS qui avait été proposé. Des autorités sur place, non, mais attendez. Aujourd'hui, le camp est ça sans créer d'appel d'air. Non, mais attendez. On a réduit le camp. Il était d'habitude de 10 000 migrants. Là, il est 1500. C'est pas énorme. Il faut s'occuper. Et deuxièmement, il faut demander à l'Angleterre de dépêcher un hotspot de notre côté à Calais pour traiter l'immigration. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a une influence terrible ? D'abord parce que l'hiver approche, et deuxièmement parce que l'Angleterre a fermé son bureau d'aide rappelez-moi de refus d'asile, de demande d'asile à Paris. Et donc aujourd'hui il faut le faire en Angleterre. Et donc ils sont obligés de traverser de force à tout prix. Ce que nous propose la Grande-Bretagne, ce sont des patrouilles de police conjointes. Mais ça n'a aucun intérêt. Sur le territoire français, il faut créer un hotspot. C'est de la à Calais, provocation. Les autorités anglaises pour traiter les demandes. Le problème, c'est que les Anglais, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, considèrent que le Proche-Orient commence à Calais et qu'ils sont en dehors du coup, que les migrants, ça ne les regarde pas, sauf quand ils les reçoivent et qu'ils en font une main-d'œuvre travailleurs. De capitalisme. Oui, parce qu'en Angleterre, le travail illégal est plus ou moins facilité. Attendez, laissez parler le patronat anglais utilise ces migrants. Bien sûr. Pour c'est la grande hypocrisie du côté britannique. Casser complètement le marché du travail et y compris quelquefois les rançonner pour payer leur passage. Mais c'est des mafias derrière tout ça. Il y a vraiment une situation qui est économiquement... Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai fait des propositions. D'où il faut reprendre l'accord avec les Anglais. Oui, vous allez avoir la parole, vous inquiétez pas. Les accords avec les Anglais, d'où la pression qu'il faut mettre sur les Anglais. Ça, ce sont les solutions, j'allais dire, d'urgence. Et puis après, il y a tout ce qui a été dit. Il y a tout ce qui a été dit. Européenne et mondiale qu'il faut mettre en place. Après, c'est effectivement d'avoir une aide au développement massive pour que ces gens-là, qui effectivement ne sont pas des migrants par plaisir, puissent vivre dignement dans leur pays. Ça, évidemment... Et puis beaucoup d'actions de prévention c'est une mesure dans les pays de départ. À plus long terme. La mesure d'urgence, elle est d'abord des conditions de vie dignes. C'est ce qui avait été commencé par Bernard Cazeneuve en particulier quand il avait réparti ces migrants dans toute la France. Et puis ensuite, il faut régler le problème avec les Anglais. Ils ont une attitude qui est, sur ce problème-là, intolérable. Je ne veux pas répéter ce qui a été dit, mais le point numéro 1, c'est effectivement renégocier ces accords du Touquet. On n'a pas vocation, la France, à être les gardes-frontières du Royaume-Uni ou la police du Royaume-Uni. Ils ont une police chez eux. Donc nous, il faut qu'on sécurise, une manière pour eux, pour ces migrants, d'aller au Royaume-Uni si c'est leur volonté. Maintenant, si on prend le sujet de manière globale, il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est de prévenir les migrations. Oui, mais on l'a dit, les guerres, c'est la principale cause des migrations. Les gens qui sont morts là, c'est des Kurdes pour l'essentiel. C'est des gens qui étaient nos alliés
dans la guerre contre Daesh, d'accord ? Donc c'est une guerre, normalement, vous parliez de notre devoir d'humanité, mais enfin, c'est des gens qui se sont battus pour les droits humains, et je pense que la meilleure chose à faire, ça serait quand même d'avoir un peu d'humanité vis-à-vis de leur situation. Donc première chose, prévenir les guerres. Deuxième chose, arrêter avec les accords de libre-échange qui sont déséquilibrés pour ces pays-là. Troisième chose, et vous l'avez dit, lutter contre le réchauffement climatique, parce que là, la situation migratoire qu'on a là pour des raisons économiques et de guerre, ça va être décuplé quand ça va être les migrations climatiques. Donc si on ne prend pas le problème maintenant, on va se retrouver avec des situations catastrophiques dans quelques années. Et ça, ceux qui nous parlent sans arrêt des migrations en disant qu'il faut construire des murs, il ferait mieux de nous parler du changement climatique pour régler la question des migrations. Donc ça, c'est le premier bloc, prévenir. Deuxième bloc, il faut être capable de punir, c'est-à-dire les passeurs, mais pas seulement les passeurs, et vous l'avez très bien dit, c'est les réseaux. Mais non, parce que les passeurs, c'est taper... Exactement, c'est taper en bas. Ce qu'il faut, c'est taper en haut, c'est taper ceux qui blanchissent l'argent de ça, c'est ceux qui font de l'esclavage. C'est 4 000 € le prix de traversée. Voilà. C'est 4 000 €. Donc vous voyez bien que... Imaginez, quand dans une embarcation, vous avez 20 personnes... Mais cette photo qu'on a vue... J'avais un troisième point, mais je veux juste finir sur ça. Simplement, quand on parle de 4 000 €, c'est pas un truc qui se trimballe dans une valise, c'est des choses qui passent par des flux financiers, donc c'est les flux financiers qui font contrôler. Et le troisième point, c'est accueillir. Et la meilleure manière de faire en sorte que ça soit pas un problème, l'immigration, une fois qu'elle est sur le territoire français, c'est de faire en sorte, que les gens soient logés, qu'on étudie correctement leur demande d'asile. Et tout à l'heure, vous parliez de l'aide aux mineurs isolés. L'aide aux mineurs isolés, c'est-à-dire qu'on vient en aide à des jeunes migrants qui n'ont rien demandé à personne, qui se retrouvent là. Attendez, on sait très bien qu'il y a des filières aussi qui font venir des mineurs isolés de certains pays. Vous vous rendez compte que la situation, c'est notre pays dépense de l'argent pour des gens pour les intégrer, et à partir de 18 ans, c'est genre... Rentrez chez vous si vous n'avez pas les papiers. C'est une situation absurde. On va écouter la réaction. Avant de continuer d'en parler, avant de continuer le débat, on va écouter la réaction d'Emmanuel Macron. Parce qu'on a quand même le chef de l'État qui a réagi. Quand un mineur isolé, je connais bien le sujet, quand le mineur isolé vient en France, il y a le droit à l'enfance qui s'applique. Le mineur est pris en charge à l'enfance, il est scolarisé, il est hébergé, etc. Et une fois qu'il a 18 ans, on ne le renvoie pas. En général, quand il a fait les études, il ne faut pas grossir le trait, il faut dire la vérité. Je grossis le trait pour dire que ça me semblerait plus efficace d'aller jusqu'au bout de l'intégration et de proposer la nationalité française. Quand un mineur est là, il va jusqu'au bac et il va plus au-delà après. Mais donc de proposer la nationalité française. Oui, parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce que la République ? Qu'est-ce que la République ? Attendez, si vous le permettez, on va écouter Emmanuel Macron, on va écouter la réaction du chef de l'État à ce drame. De la nation. Quand ces femmes et ces hommes arrivent sur les rivages de la Manche, c'est déjà trop tard. Nous allons d'une part maintenir évidemment cette présence maximale, continuer d'utiliser aussi les drones, en particulier ceux de l'armée, mobiliser des réservistes, demander une mobilisation supplémentaire des Britanniques, car je rappelle qu'à cet égard, nous tenons en quelque sorte la frontière pour les Britanniques. Et nous allons renforcer les moyens de sauvetage en mer. Mais surtout, il nous faut développer de manière beaucoup plus forte et responsabiliser nos partenaires. Et nous avons besoin de renforcer les coopérations avec la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, mais aussi les Britanniques et la Commission. Et donc c'est cette décision qui a été prise avec une série de réunions qui seront tenues par le ministre de l'Intérieur dans les prochaines heures et les prochains jours pour mieux prévenir les arrivées sur le sol français. Voilà, donc le chef de l'État qui nous annonce qu'il y aura plus d'opérations de sauvetage aussi pour prévenir ce type de drame. Heureusement. C'était la réponse appropriée ou c'est un peu, on brasse un petit peu effectivement de l'air parce qu'on sait que c'est tellement complexe ces questions et ces relations avec la Grande-Bretagne. Elles sont complexes. Il y aura une présidence française de l'Union européenne à partir de janvier prochain pour 6 mois. Moi, j'attends qu'il y ait vraiment une réponse au niveau international, européen, français, à la hauteur du défi d'humanité. Alors, je ne dis pas que c'est simple, il y a en effet une complexité. Mais si on se dit que ces mouvements de migration, ce seront des mouvements durables, et encore dans la durée, vous l'avez dit, qui vont s'accentuer sur l'urgence climatique. Puisque nous allons vers ça, que ne fait-on pas aujourd'hui pour créer les conditions de réponse humaine ? Avec des sociétés développées comme les nôtres, nous pouvons y arriver. Ça demande une ambition politique partagée. Et je suis certain que le pape François a eu des paroles très fortes, interpellant les dirigeants internationaux sur le fait que les frères humains ne pouvaient pas être traités comme ça. Et donc, je pense que dans les années qui viennent, les dirigeants politiques qui sauront arriver à ce niveau-là de réponse
seront des dirigeants qui marqueront la période à venir. Un exemple en ce moment, et vous le savez, à Madagascar, il y a une sécheresse terrible. Il y a 1 million de personnes qui sont en famine terrible. Vous avez vu les images. Comment se fait-il que le monde entier ne se mobilise pas pour aider cette île? Là, les gens vont commencer à migrer vers les îles voisines. C'est catastrophique. Il faut, et je rejoins Olivier, il faut un vrai plan Marshall, mais vraiment une prise de conscience mondiale de croissance partagée avec ces pays-là. Absolument. Mais on doit partir à Calais parce qu'on a notre journaliste Régine Delfour qui vient d'arriver sur place qui est sur place avec Olivier Gangloff. Régine, effectivement, c'est un drame qui émeut toute la France, mais particulièrement la ville de Calais. Oui, Florence. Alors les Calaisiens sont un peu partagés parce qu'évidemment ça les émeut. D'ailleurs, nous sommes devant l'entrée du parc où Richelieu dans Calais où à 18h30 plusieurs associations vont rendre hommage aux 27 migrants qui tentaient de traverser la Manche et qui sont décédés. Mais alors les Calaisiens que nous avons pu rencontrer sont partagés, comme je vous le disais, parce que cette migration, ces traversées durent depuis plus de 30 ans et ils ne voient pas la fin. Ils ne voient pas la fin, le bout du tunnel pour ces migrants. Et alors avant c'était au niveau du tunnel, ils partaient au niveau de l'autoroute sur les camions, il y avait beaucoup d'accidents. Certains nous ont dit qu'il y avait encore des accidents, mais qu'on ne le sait pas. Depuis plus de 3 mois, ce sont des opérations, des barques de fortune qui sont installées où pour eux, il y avait évidemment c'était une évidence qu'il y avait à avoir un accident, que plusieurs migrants allaient mourir en mer puisque rien n'est fait. Et quand on leur parle de cette réunion qui va avoir lieu dimanche entre les différents ministres européens, ils ne croient plus en l'avenir. Ils se demandent, ils se disent, ils nous ont dit, il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de gens qui viennent chaque semaine voir le problème et rien n'est fait. Donc les Calaisiens sont tristes, mais ils sont aussi dépités. Merci beaucoup Régine Delfour en direct depuis Calais avec Olivier Gangloff. Merci à vous, merci à tous les quatre. Peut-être un souhait. Dernier mot de la fin. On va rentrer dans une campagne électorale présidentielle. Si, dans cette campagne, ce débat qui devrait tous nous réunir sur l'émigration pouvait être posé dans les termes où on l'a fait d'ailleurs tous les quatre, ça serait une bonne chose. Ça éviterait aussi les fausses bonnes solutions, exactement, les murs, les barbelés, l'immigration zéro. Excellent. Merci, bravo. Stupidité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette émission. Et en réalité, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en avez pensé parce que moi, j'étais un peu étonné en réalité en étant sur le plateau de la situation dans laquelle j'étais, de parler d'immigration et que ça se passe bien. Et puis, j'aimerais savoir si vous aussi, de votre côté, vous avez trouvé ça intéressant et si, pour une fois, finalement, ce débat, un débat CNews, n'a pas pu être plus tranquille et plus agréable que ce que vous avez à vous farcir d'habitude. Et je sais, je le vois beaucoup dans les commentaires que vous mettez sur la chaîne, souvent vous vous abandonnez au bout de 3-4 minutes, donc voilà. Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre retour sur cette émission. Moi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir y participer. Pour une fois, c'était pas un calvaire. Donc voilà, j'étais content de partager aussi ce moment avec vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!